Bonjour. Donc aujourd'hui, je voudrais faire une petite vidéo qui va porter sur un texte de Spinoza, texte assez célèbre, donc qui date du XVIIe siècle, qui s'appelle le traité théologico-politique, qu'on abrège souvent en parlant du TTP. Alors ce texte, vous pouvez le trouver sur Internet en PDF. Il suffit juste de taper Spinoza TTP, vous allez tomber sur des sites qui proposent tout le livre en PDF. Alors moi je voudrais qu'on travaille sur un chapitre particulier, qui est le dernier chapitre du livre, qui porte sur la liberté de penser et la liberté d'expression. Donc c'est le chapitre 20. Donc on va travailler sur ce texte petit à petit. Moi j'utilise une édition que vous n'aurez sans doute pas, qui est l'édition Pléiade. Mais si vous avez une autre version en PDF, c'est pas grave, ça ne vous empêche absolument pas de travailler le texte. Donc ce chapitre 20 comporte un titre, et ce titre est le suivant, donc dans l'édition de la Pléiade. Dans une libre république, chacun a toute latitude de penser et de s'exprimer. Bon, autrement dit, le programme du chapitre est clair. Il s'agit de défendre de manière absolue la liberté de penser et la liberté d'expression. Alors, deux remarques un peu d'introduction. On va voir que l'argumentation de Spinoza est très particulière, puisqu'il ne s'agit pas pour Spinoza d'argumenter de manière morale, c'est-à-dire au nom de grandes valeurs absolues auxquelles il faudrait rester fidèle. Non, il s'agit de partir de la réalité. Alors ça, c'est typique de la démarche politique de Spinoza. On essaye de partir de la réalité et d'en tirer le maximum de conséquences. Donc ça, c'est un point qui est assez important. Et deuxième point, toujours préliminaire, Spinoza, dans ce chapitre, va aussi montrer que, malgré tout, certaines opinions ne doivent pas être exprimées. Ce qui peut sembler contradictoire au premier abord, mais on verra dans l'étude du texte qu'il s'agit de montrer que on peut penser et dire absolument ce que l'on veut, sauf dans un cas très particulier, c'est-à-dire dans le cas où ma pensée, l'expression de ma pensée, risque d'entraîner des actes dangereux pour l'État. On peut prendre un exemple, c'est une idée assez simple finalement. Par exemple, si j'encourage mes concitoyens à commettre des actes racistes et violents, je ne suis plus simplement sur la liberté d'opinion, puisque j'encourage des actions violentes. Autrement dit, la liberté d'opinion est entière quand elle n'entraîne pas, par son expression, des actions qui pourraient être dangereuses. Alors, je prends le texte, je vous le lis au fur et à mesure, je lis un petit bout et puis j'explique au fur et à mesure, on va procéder de cette manière-là. Donc Spinoza commence par dire la chose suivante. S'il était aussi facile de commander aux esprits qu'aux langues, aucun gouvernement ne se trouverait jamais en péril et aucune autorité n'aurait besoin de s'exercer par des moyens violents. Car les sujets orienteraient tous leur vie selon le bon plaisir des gouvernants, et nul ne porterait jamais de jugement sur le vrai et le faux, ni sur le juste et l'injuste, que conformément au vouloir de ceux-ci. Je m'arrête là pour l'instant.
Donc Spinoza fait une hypothèse qu'il va contredire ensuite, mais une hypothèse qui est importante. On suppose, dans ce début de chapitre, qu'un gouvernement aurait un pouvoir, on peut dire, absolu, c'est-à-dire qu'il pourrait commander non seulement l'expression des opinions, ce qui à la limite peut se concevoir, mais il pourrait commander la pensée intérieure de chacun. Et si c'était possible, mais on verra que ce n'est pas possible, mais si c'était possible, ça voudrait dire finalement que la contrainte ne serait absolument pas nécessaire. Pourquoi? Eh bien parce que si j'arrive à posséder la pensée de quelqu'un, cette personne fera de son propre gré, par sa propre volonté, elle fera ce que je veux qu'elle fasse. Donc je n'ai pas besoin de contrainte, puisque cette personne va intérieurement m'obéir et intérieurement être d'accord avec tout ce que je cherche à lui imposer. Bon, alors évidemment, dans ce cas-là, il n'y a plus de liberté. C'est-à-dire c'est une situation hypothétique, je le rappelle, mais c'est une situation dans laquelle il n'y a plus de liberté, mais plus de violence non plus. C'est une sorte de sécurité absolue, ou ce serait, il vaut mieux le mettre au conditionnel, ce serait une sorte de sécurité absolue, mais sans aucune liberté, puisque chacun et chacune perdrait sa capacité à juger par soi-même, par exemple, comme dit Spinoza, du vrai ou du faux, ou encore du juste et de l'injuste. Et tout de suite après, Spinoza, je vais le lire, va montrer que justement cette hypothèse n'est qu'une hypothèse fictive, c'est-à-dire qu'en réalité, on ne peut pas s'empêcher de penser par soi-même. C'est ça l'argument qui est central. Alors il renvoie au chapitre 17 en disant la chose suivante. Mais ainsi que nous l'avons fait remarquer au début du chapitre 17, les choses sont bien loin de se passer de la sorte, car jamais l'esprit d'un homme ne saurait tomber sous l'absolue dépendance de qui que ce soit. C'est-à-dire que même si on voulait être toujours d'accord avec une autorité, eh bien malgré nous, indépendamment de notre volonté d'être d'accord, il y a en tout cas certains moments où on pourrait s'empêcher de penser par nous-mêmes et donc éventuellement de proposer un certain nombre de critiques par rapport à la pensée qui cherche à dominer. Donc vous voyez, ce n'est pas une question de valeur morale, c'est une question de réalisme. C'est-à-dire, quel que soit notre désir, quelle que soit notre volonté, nous pensons toujours, en tout cas à certains moments, par nous-mêmes. Alors évidemment, là on voit que toute la discussion va porter sur la possibilité de manipuler un esprit. Alors on sait bien que c'est en partie possible, c'est-à-dire qu'il existe des méthodes parfois habiles pour essayer de s'emparer de la pensée de quelqu'un et de l'empêcher de penser par lui-même. Mais même dans la pire des manipulations, il n'y a pas de garantie absolue. C'est-à-dire qu'il y a toujours la possibilité qu'à un moment donné, l'individu qui est manipulé se mette quand même à retrouver en partie sa liberté de penser. Donc c'est pas possible, pour le dire autrement, ce n'est pas possible d'être absolument certain de pouvoir posséder la pensée d'un autre. Je continue la lecture. Nul ne saurait, de son propre chef, c'est-à-dire de sa propre volonté, non plus que contraint, transférer à qui que ce soit la totalité de son droit naturel, ni son aptitude à raisonner et juger librement
en toutes circonstances. Alors là, il y a des notions importantes, notamment il introduit l'expression du droit naturel. C'est-à-dire que la liberté de penser est un droit naturel. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc le droit naturel, donc c'est un droit qui ne dépend pas d'un État ou d'un gouvernement particulier. C'est un droit que l'homme possède, même dans une situation où finalement il n'y aurait pas de réalité juridique au sens habituel du terme. Alors, ici donc, le droit naturel concerne la pensée. Ma pensée, c'est un pouvoir propre à moi. C'est quelque chose que je ne peux pas écarter complètement. C'est quelque chose que je ne peux pas éliminer complètement. Donc que je le veuille ou pas, peu importe à la limite, même si je le souhaite, même si je voulais éliminer ma liberté de penser, il y a toujours des moments de lucidité en quelque sorte, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je vais penser par moi-même. Et quand je pense par moi-même, j'ai beau me forcer, je ne peux pas être d'accord avec quelque chose que je ne pense pas. Donc c'est ça le droit naturel. Le droit naturel, ici, c'est quelque chose qui ne peut pas disparaître. C'est ça qui est très important. C'est-à-dire que le droit naturel, c'est quelque chose qui appartient en quelque sorte à la nature humaine et qu'on ne peut pas supprimer. Et Spinoza continue en disant, par suite, une autorité politique qui prétend s'exercer jusque sur les esprits est qualifiée de violente. Une majesté souveraine, d'autre part, commet une violation de droit et se rend coupable d'usurpation à l'égard de ses sujets quand elle tente de leur imposer les notions qu'il leur faudra accepter pour vraies ou rejeter pour fausses, ainsi que les croyances dont devra s'inspirer leur vénération de Dieu. Alors ici, vous avez une définition de la violence. La violence, ce n'est pas simplement la contrainte. La violence, ici, c'est essayer d'éliminer quelque chose que l'on ne peut pas éliminer. Autrement dit, dans une dictature, par exemple, où on essaierait d'empêcher la liberté de penser, la liberté d'avoir ses propres opinions, dans une telle dictature, il y aurait une contradiction. C'est-à-dire qu'on voudrait forcer les sujets à penser d'une certaine manière, mais on n'y arrive pas. C'est-à-dire que le sujet, intérieurement, ne pourra s'empêcher de penser par lui-même. Donc on le met dans ce cas-là dans une situation absolument impossible, puisqu'on essaye de supprimer quelque chose qu'il n'est pas possible de supprimer. Donc c'est ça la violence. La plus grande violence finalement c'est celle-là, c'est-à-dire c'est quand un pouvoir politique essaye d'attaquer ce qui fait partie de moi et que je ne peux pas éliminer. Et donc, vous voyez, par rapport à l'hypothèse qui était faite au début du chapitre, on voit que justement, essayer d'empêcher la liberté de penser, si c'était possible, n'entraînerait aucune violence. Il n'y aurait pas de violence, puisque dans ce cas-là, si c'était possible, mais justement c'est pas possible, mais si c'était possible, l'individu serait toujours d'accord et il n'y aurait pas besoin de contraintes d'une certaine manière. Or, justement, comme l'individu ne peut pas s'empêcher de penser par lui-même, comme l'individu ne peut pas s'empêcher de penser par lui-même, eh bien, à ce moment-là, vouloir supprimer cette liberté de penser, c'est la plus grande violence. Alors, à ce stade, il y a une remarque aussi qui s'impose, c'est que
quand on parle de liberté de penser, il ne s'agit pas forcément de penser bien, parce qu'évidemment, on peut être en désaccord avec ce que dit un pouvoir politique en disant des bêtises. C'est tout à fait concevable. Mais dire des bêtises, penser des bêtises, avoir des opinions complètement farfelues, ça fait partie de la liberté de penser. Et donc, même si mon opinion en tant que citoyen est tout à fait déraisonnable, même si le pouvoir a raison, s'il veut tenter par la force de m'imposer sa manière de penser, il va quand même contredire ma liberté de penser. Donc Spinoza n'est pas en train de nous dire le peuple a toujours raison. Il n'est pas en train de nous dire que le peuple a toujours de bonnes opinions. C'est pas ça du tout, sa défense de la liberté de penser. Non, il est en train de nous dire le peuple, quelle que soit la valeur de ce qu'il pense, eh bien, ne peut pas s'empêcher de produire ses propres opinions. Et dans la fin du passage que je viens de lire, Spinoza aborde aussi la question des croyances. Ah, ça, c'est important au XVIIe siècle, puisqu'il nous explique qu'on ne peut pas imposer au sujet une croyance religieuse déterminée. C'est-à-dire qu'évidemment, là on voit bien le problème, c'est que s'il y a une religion officielle, une religion d'État, et qu'il est interdit d'avoir une autre croyance, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce qui se passe, c'est que les citoyens, évidemment, pour s'empêcher d'avoir des ennuis, vont faire semblant. Donc on favorise l'hypocrisie, tout simplement, c'est-à-dire qu'extérieurement, on peut faire comme si on partageait cette croyance officielle, mais intérieurement, si on n'a pas sincèrement cette croyance, on ne pourra pas s'obliger à la ressentir ou à la penser. Et Spinoza continue, je continue le passage, en effet, tout homme jouit d'une pleine indépendance en matière de pensée et de croyance. Jamais, phrase importante, fût-ce de bon gré, il ne saurait aliéner ce droit individuel. Donc, droit naturel qui est réaffirmé, droit naturel qui concerne la pensée, mais aussi de manière plus large les croyances, et en particulier les croyances religieuses. Et pourquoi je dis que la fin de la phrase est importante? Parce qu'il ne s'agit pas de bonne ou de mauvaise volonté. Je ne peux pas perdre ma liberté de penser, même si je voulais la perdre. C'est ça qui est assez extraordinaire, c'est que la liberté de penser, ça résiste. Ça, c'est un thème qui est très important, puisque ça veut dire qu'évidemment, parfois, prenons un exemple un peu imaginaire, si je suis très amoureux de quelqu'un, je peux avoir envie d'être toujours d'accord avec cette personne, parce que j'ai envie de lui faire plaisir. Mais même si j'essaye d'être toujours d'accord avec elle, il y a toujours des moments où ma liberté de penser va résister, et donc où je ne vais pas arriver finalement à être d'accord avec la personne que j'aime. Donc ce n'est pas une question de bonne volonté ou de mauvaise volonté, c'est une résistance qui fait partie de moi, qui fait partie de ce que je suis. Je ne peux rien y faire d'une certaine manière. C'est malgré moi. Et puis, il va prendre en compte à ce stade, toujours donc dans ce premier paragraphe du chapitre 20, il va prendre à ce stade en compte une objection. Alors, ce qui rejoint un peu le thème que j'ai abordé tout à l'heure, concernant la manipulation des esprits. Alors, il dit la chose suivante. Je ne nie point que, sans subir directement l'autorité d'un autre, bien des hommes ont l'esprit embarrassé de si nombreux et si incroyables préjugés que leur pensée reproduit, sans essayer de les comprendre, les paroles de cet autre, au point que l'on semblerait tout à fait fondé à dire qu'ils ont aliéné leur indépendance intérieure. Alors là, il y a une objection qui est tout à fait importante, que Spinoza prend en compte. Donc l'objection envisage la situation suivante.
Il nous arrive d'avoir des préjugés idiots, et souvent, quand nous avons des préjugés idiots, nous répétons des bêtises que nous avons entendues ailleurs, et donc nous répétons des choses qui ne viennent pas véritablement de nous-mêmes. C'est en général la logique du préjugé, par exemple dans le cas d'une rumeur qui est infondée, donc on va reprendre à notre compte, mais qui en réalité ne repose sur rien de solide. Et donc évidemment, dans ce cas-là, on pourrait dire, mais quelqu'un qui n'a que des préjugés, c'est quelqu'un qui ne pense pas véritablement par lui-même. Et évidemment, c'est important ça, parce que dans ce cas-là, comment dire qu'on ne peut pas perdre sa liberté de penser alors qu'on peut être dirigé par un certain nombre de préjugés. Et donc ça, c'est une objection forte. C'est une objection forte. Et Spinoza va répondre à cette objection en disant la chose suivante. Si loin toutefois que certains arrivent, en usant d'artifices variés, à pousser une influence de ce genre, on ne saurait empêcher que les hommes ne découvrent un jour ce fait d'expérience banale. Chacun de nous préfère à tout autre sa propre manière de voir, et les pensées sont sujettes à autant de variations que les goûts. Donc réponse de Spinoza, c'est que évidemment, on préfère toujours sa propre pensée à celle des autres. Et donc, même quand on est manipulé, il y aura toujours quelque chose de banal qui va se produire, c'est que à un moment donné, on va s'accrocher à ce que l'on pense soi-même, et donc on va s'écarter de ce que pensent les autres. Autrement dit, une manipulation, finalement, elle est toujours fragile. C'est-à-dire qu'on peut avoir l'impression de dominer la pensée de quelqu'un d'autre, mais en réalité, à un moment donné, il va y avoir en quelque sorte un sursaut, on pourrait le dire de cette manière-là, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je vais préférer ce que je pense moi, plutôt que ce que pense la personne qui cherche à me manipuler. Et il rajoute un argument, pour renforcer son argumentation, il rajoute un argument qui consiste à dire que les pensées sont sujettes à autant de variations que les goûts. Oui, c'est-à-dire que n'y a rien de stable dans la pensée. Et donc évidemment, si on voulait vraiment manipuler quelqu'un complètement, il faudrait être certain que notre influence a une portée définitive. Et ça, c'est pas en accord avec la liberté de penser, parce que justement, ce qu'on pense un jour, c'est pas forcément ce qu'on pense le lendemain, surtout si on prend en compte les goûts. C'est-à-dire qu'il y a des variations. Je peux avoir un goût et puis ne plus l'avoir un certain temps après, etc., etc. C'est-à-dire que il n'y a pas dans la pensée et dans les goûts la stabilité nécessaire pour que autrui soit certain que je lui appartiens sur le plan de la pensée. Et Spinoza ensuite va prendre un exemple, qui est l'exemple de Moïse, et il nous dit, pour prendre en compte, c'est toujours dans la lignée de cette objection, il nous dit la chose suivante. Il est exact que Moïse avait su gagner l'esprit de tout son peuple, sans pourtant s'abaisser à aucune fourberie, mais en faisant preuve d'une valeur divine. Donc, Moïse avait en quelque sorte dominé l'opinion de son peuple, non pas par des ruses malsaines, mais parce que ce qu'il disait avait une valeur divine, ou en tout cas on considérait que cela avait une valeur divine. Et Spinoza rajoute entre parenthèses, d'autant plus aisément que sa propre personne était en quelque sorte divinisée, et que l'on attribuait à ses paroles comme à ses actes une inspiration divine. Donc c'est l'exemple maximal en quelque sorte, c'est-à-dire que si Moïse est considéré comme étant porteur d'une parole divine, on voit bien que, a priori,
on ne va pas remettre en cause ce qui a une origine divine. Donc c'est vraiment l'exemple radical, hein, c'est-à-dire si les dires de quelqu'un ont une valeur divine, comment conserver sa propre liberté de penser, sa propre indépendance par rapport à quelque chose qui relève de la divinité. Et Spinoza dit la chose suivante: néanmoins, même lui, donc même Moïse, n'échappa point aux soupçons ni aux interprétations défavorables. Donc même dans ce cas radical, dans ce cas extrême, il y a eu de la liberté de penser, c'est-à-dire qu'il y a eu des individus qui remettaient en cause la parole de Moïse. Et Spinoza continue en disant: dès lors, comment de simples monarques, qui n'ont pas forcément une valeur divine, s'y soustrairaient-ils? Donc si c'est arrivé à Moïse, c'est forcément que cela va arriver à n'importe quel individu de pouvoir, puisque sa crédibilité, en quelque sorte, sera inférieure à celle de Moïse. Et comme même dans le cas de Moïse, il y a eu des contradictions, évidemment, a fortiori, dans le cas d'un simple monarque, il y en aura encore plus. Alors, Spinoza rajoute la chose suivante, je termine là-dessus pour cette première vidéo, donc on aura expliqué le premier long paragraphe là, du chapitre 20. Spinoza rajoute une chose qui est importante, et là qui concerne cette fois le type de régime politique auquel on a affaire. Et Spinoza dit la chose suivante: en outre, si l'esclavage des esprits est encore à la rigueur concevable sous un régime monarchique, l'éventualité n'en saurait être admise, en revanche, dans une démocratie, entre parenthèses, c'est-à-dire un régime où soit la totalité, soit la plus grande partie du peuple constitue collectivement l'autorité politique organisée. Et Spinoza conclut ce paragraphe en disant: je suppose que mes lecteurs suivent sans peine mon argumentation. Donc, ici, il fait une distinction donc, entre deux régimes politiques, deux régimes de gouvernement, le régime monarchique et le régime démocratique. Et on voit bien que Spinoza, ici, est un défenseur de la démocratie, non pas, encore une fois, pour des raisons morales, mais pour une question de réalisme. C'est-à-dire que la démocratie, en fait, d'une certaine manière, est le régime politique qui est le plus en accord avec la nature humaine. Parce que c'est le régime politique qui respecte le plus la liberté de penser et la liberté d'expression. Parce qu'évidemment, dans un régime monarchique, il va toujours y avoir la tentation d'imposer une certaine manière de penser, c'est-à-dire que le monarque, par nature, va avoir du mal à accepter qu'il puisse être contredit par ses sujets. Dans une démocratie, c'est très différent, puisque l'autorité politique, elle dépend directement du peuple. Et donc, évidemment, il y aurait une sorte de contradiction absolue dans une démocratie s'il y avait une interdiction de la liberté de penser. C'est contraire à la nature du régime démocratique. Donc dans une démocratie, il est en quelque sorte naturel que chacun puisse continuer à penser ce qu'il a envie de penser et ce qu'il pense de toute façon. Donc, le régime démocratique est le plus adapté à la nature des individus, c'est-à-dire à leur droit naturel de penser absolument ce qu'ils veulent. Donc on voit, pour résumer là, ce qu'on a vu aujourd'hui, donc l'idée de Spinoza finalement est assez simple et assez importante, c'est que même si on a un pouvoir très important,
hein, même dans le cas d'une monarchie très autoritaire, par exemple, il ne sera jamais possible d'empêcher chacun et chacune de penser ce qu'il pense. Alors là, on voit que pour l'instant, on a surtout parlé de la liberté de pensée intérieure, hein, et on n'a pas encore beaucoup parlé de l'expression extérieure. Donc ça viendra dans la suite du chapitre. Hein, pour l'instant, ce qu'on peut dire, c'est que la violence maximale, finalement, est impossible à réaliser. On ne peut pas supprimer complètement, on peut peut-être l'attaquer en partie, mais on ne peut jamais supprimer complètement la liberté de penser. Alors, petite parenthèse pour terminer, je sors là un peu du texte de Spinoza et de l'époque de Spinoza. Évidemment, c'est pourquoi j'ai choisi aussi ce chapitre, parce qu'il a une résonance par rapport à notre actualité, hein, puisqu'évidemment, on voit que dans cette période troublée, le pouvoir a la tentation de vouloir faire taire un certain nombre de critiques. Hein, c'est-à-dire que l'argument finalement est un argument classique, hein, puisque nous sommes embarqués dans une lutte contre un virus et que nous sommes tous à la merci de ce virus potentiellement, il faudrait, hein, que nous laissions de côté nos désaccords. Et je pense que là, évidemment, on pourrait se servir du texte de Spinoza pour montrer que non seulement c'est quelque chose qui pourrait être assez dangereux et assez néfaste, mais surtout que c'est quelque chose d'impossible. C'est-à-dire que je peux décider d'obéir, donc quelles que soient par exemple mes critiques par rapport aux décisions gouvernementales, je peux considérer qu'en tant que citoyen, je dois obéir, notamment aux restrictions de liberté qu'on nous impose. Mais même si j'obéis scrupuleusement, je ne peux pas m'empêcher de réagir intérieurement de la manière que je veux. Hein, c'est-à-dire qu'on peut obéir en n'étant pas d'accord. Alors ça, on verra que c'est un thème très important dans la suite du chapitre 20, hein, mais c'est fondamental dans une démocratie. Bon, qu'on ne désobéisse pas, c'est une chose, mais qu'on s'empêche de penser par soi-même, c'est autre chose. Hein, et donc Spinoza va montrer quelque chose d'assez important dans la suite du chapitre, hein, c'est qu'en réalité, disons dans un régime politique sain, si on peut le dire comme ça, il faut absolument que la liberté de critique des lois, par exemple, elle soit totale. Mais liberté de critique ne veut pas dire désobéissance. Donc voilà pour aujourd'hui. J'essaye de rester dans un format à peu près d'une demi-heure. Donc, très bientôt, demain ou après-demain, je mettrai sur ma chaîne donc une vidéo pour expliquer le paragraphe ou les paragraphes suivants. À très bientôt, au revoir.